First of all, I will ask every single panelist to briefly introduce themselves. So ask for some sort of elevator pitch regarding who they are and who they are working with. José? My name is Zé Simão. I come from Portugal. I work for the Ministry of the Sea. I'm the DG of Natural Resource Safety and Maritime Service in Portugal. Hello, my name is Nikki Putnam. I'm a registered dietitian and human nutritionist with Alltech, based in the US. What I'm doing with Alltech now is actually helping kind of bridge that gap between what we're doing in the feed industry, in the aquaculture sector, and how we explain our story, what we're doing to increase nutrition and also sustainability initiatives in aquaculture, and how do we tell consumers about that. Okay, my name is Heitze Siemers. I work for the European Commission, Director General that deals with maritime affairs and fisheries. And what we are particularly looking at and have been working on for the past 10 years is to develop synergies between the various parts that constitute the maritime economy and the various sectoral policies that deal with the seas and oceans in Europe. Bonjour, je suis Pierre Karliskin, je peux parler français? Oui. Hein? Nobody's perfect. No, okay, so I speak English. I am Pierre Karliskin. I'm Vice President of the region Brittany in France and President of the Technopole Brest-Iroise. My main job is to make people happy, and for that I make them eat fish and seafood, and develop blue biotech in my region. No, more seriously, the fact is that as a politician, I try to make sure that in my region, the blue economy is welcome first, and create jobs and create value for everyone. Merci Pierre, and myself, Martin Beaulieu, Executive Director of SOPER, basically into the investments and with a background in food science. So as you can see, we have a pretty diverse panel. So if we want to tackle intersectorial synergy, I think we have the proper people to discuss it. So we'll start first with José. He would like to talk us a little bit more about ports synergy. So he has a short presentation. José? The clicker here. So, first of all, I want to thank you for the organization of BioMarine to be here. It's a pleasure, and it's a pleasure also to be with the fellow members of the panel. I'm especially happy to be here to discuss issues related with blue growth, oceans, and ports. I believe that is now the right moment to be in respect with the sea, but take advantage of 70% of the Earth's surface, which is made by water. The blue economy is a concept in development, but it's clear for me that offers a wide vision of source of economic growth, employment, and investment. Coasts and oceans are fragile ecosystems, and at the same time, natural assets to stimulate growing and build new economic activities. The way like we see and use the oceans is shifting, powered by technology and innovation. We are in the rapid time of expansion of robotics, automation, and innovation solutions. The opportunity for a special partnership between human intelligence and technology are truly a big challenge. Oceans and ports are now good places for this because require an integration of resources and consolidated knowledge. Portugal is an open ocean nation and is the biggest coastal state in Europe. Portugal is also in a good position to be a gateway for the maritime routes in the Atlantic. It is close to one of the most important points of concentration of ships, the entrance of the Mediterranean coming from the Atlantic,
and also close to the routes from North Atlantic. In this context, Portuguese ports are very important tools for our economy, and they are the key drivers for development, cooperation, and innovation. To serve better the clients, Portugal built some years ago a port single window system to simplify procedures and put all information in electronic format. Nowadays, ports are using the same electronic solution with the same information requirements. The system was built by a partnership with clients, customs, and other authorities, including safety, security, environment models like waste information management and dangerous cargo information. Clients are reporting once the information and receiving only once answer from all authorities. But port clients, the ship owners, are under a huge pressure to increase operational rates and reduce prices. For this, containerization and ship size are getting bigger and bigger. With these, ports are also under a big pressure. When a ship calls a port, it must move a huge number of containers in a short time. Then the port must move quickly the cargo to the hinterland to avoid problems of congestion. To move fast all containers and cargo from the port, it's important to have good infrastructures to the hinterland, but at the same time, simplified procedures and good information management for planning and control. The competitiveness of a port is linked directly to the competitiveness of the hinterland. We must think in the global way to do a better solution. So it's necessary to the rail connection for feeders, the road connection for feeders, and the connections to the dry ports. Dry ports are very important tools to concentrate cargo in the hinterland and avoid problems in the port. We did several studies of the port hinterland connection, and we concluded that normally there isn't a good integration from the port to the hinterland in the information management point of view. The procedures normally are different, port by port, manual, sometimes automatic, but always different. And they share different types of files and different formats. In Portuguese ports, it's the same situation. There are some good examples of integration, but there isn't a national solution with a standard solution for everybody. To solve this problem, the Ministry of the Sea from Portugal launched a new project to design an implementation of a new solution, paperless, for the intermodal transport, where paper documents will be replaced with the exchange of electronic data. It's the Logistical Single Window project. With this, we are going to upgrade the port single window to a logistical single window to cover all the transport channel in the land. It includes a set of business processes and standards of electronic interoperability for the ship marine cargo to the final destination inland. But if we look over the sea, we have always a foreland, where our port is connecting. In the foreland, there are a lot of ports, and normally we don't talk each other. The information port to port is not shared. We need to change that. To share that information, we can study and implement standards country to country, port to port, and we need to work about that. So, if in Portugal we have a solution, electronic solution of integration between the port and the hinterland, and in another country we have another port with another solution, we can work together and make
integration between the systems, port to port, country to country. I'm sure that we can work together and grow together connecting our ports. So let me make an invitation. If possible, join to us and work to us in that project. We hope so. We will start very soon until the end of the year. We are making a public tender now, and we are going to contract a specialized service, and we will start working with other ports and other countries. To finish, so I must say, join with us. We have in this country some regular lines from Portugal, from Port of Sines, twice a week. We can do the tests and the implementation using the real information, using that lines. And we can improve that lines to go further. And can be a good opportunity to make story connecting our ports. To finish, je lisais les documents que s'est trouvé dans la présentation. Le projet Logistical Single Window semble avoir été fait pour s'associer à la stratégie maritime du Québec. Je pense que nous avons une bonne occasion de coopération avec le Canada. Merci beaucoup. Thank you, Jose. You made a connection with Canada, but Edzi, what is the connection with Europe? Because we are saying something from one country, and you are at the European level. So I probably butchered your name, by the way, but I'm a Quebecer, sorry about that. My name is fine. As long as you can see me sitting here, we're good. I think one of the things that we're trying to focus on is to get the maximum benefit out of the fact that in Europe we have something that's a very diverse and very large maritime economy. You've heard the figures before, 500 billion gross value added, 5 million jobs, and a large number of sectors that are active and that all need to stay competitive in an environment where you know that there are others out there who are developing the same kinds of technologies but are doing it at potentially a higher speed and certainly at lower prices. So for us, it's crucial to see what benefits can we get from the combination of the resources and the sectors that we have. I've picked out 3 things that I think are important in that context, and those don't necessarily only apply to Europe, they can apply to others as well. The first one is the combination of various sectoral expertises in order to bolster growth in one particular area or one particular group of areas where you are. We spoke about ports. We have several ports in Europe that are undertaking these kinds of efforts. 2 that I can name here is the Port of Vigo in Spain, which has elaborated a strategy that combines all the sectoral activities that are taking place around Vigo, whether it is car transport, the connection to motorways of the sea, or fisheries, both in terms of fishing and processing, in order to improve their overall economic development, job situation, and growth. And obviously doing that using modern technologies. The second example, I think, which is also crucial, is to look at how we manage the oceans as a resource. This is, for us in the European Commission, a particularly important topic because what we do is we work constantly against this backdrop of sustainable development goals and climate change as drivers for what we do. So managing the resource. If you want to deal with climate change, one of the options that you have is to look at how you deal with coasts and coastal wetlands, and you get a triple win here. You use a technique which is promoted, for example, in the Netherlands as building with nature. And what you get is you develop coastal wetlands, protecting the environment in the coast. You protect your coastline because the wetlands allow you to deal with storm surges better. And you potentially develop coastal tourism as a resource as well. The third example is to use assets that do not immediately come to mind. One of the things that we've had lots of interesting discussions over the last couple of days here in Rimouski. But one of the things that came onto the agenda very little is everything related to IT.
And we had in the research panel on Monday morning, we had a discussion which I personally found very interesting, which is to say, well, what if you use, for example, something that everybody is talking about right now, artificial intelligence, in order to speed up the research processes that you need in order to develop more sustainable biotechnology products. So you use an IT component as a vehicle for developing the progress that you want to have. Obviously, IT is going to be interesting in other areas as well. Just let me mention the example of autonomous ships as one of the key things, and that all feeds into the logistics, for example, and the way in which you manage the logistics chains that we're interested in as well. Well, these are a couple of examples that I can mention, and I'm sure there are other subjects we can talk about in the course of the discussion further. Thank you. This is very interesting because a couple of years ago we had a conference in Montreal and we were discussing about the smart St. Lawrence River, basically integrating IT into marine science. So this is very interesting to see that Europe is also looking at that with some interest. Pierre, au niveau local, parce que là on a parlé un pays, on a parlé de l'Union européenne, comme un élu en charge de ce qui est maritime, des ports en Bretagne, comment on voit ces énergies-là, comment on veut développer l'économie bleue et amener de la valeur ajoutée pour les citoyens? C'est une grande question. Merci de me l'avoir posée. On a 35 minutes. On attend. Moi, je crois qu'il faut, si on veut continuer à avancer sur cette question des biotechnologies bleues, sur l'économie bleue, si on veut continuer à avancer dans une logique de développement durable, parce que elle est bien là la question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on continue à croître, avoir de la croissance, à augmenter le bien-être de nos concitoyens, mais dans un monde qui est fini, parce que n'oublions pas que notre Terre, elle est finie, et que donc les ressources ne sont pas inépuisables. Il faut nécessairement que notre réflexion, de façon globale, s'inscrive comme les écosystèmes maritimes, comme tous les écosystèmes, c'est-à-dire dans une logique circulaire. Dans une logique circulaire. Et je crois que nous avons là quelque chose d'extrêmement fort dans le développement des biotechnologies. Parce que les biotechnologies, la science qui permet d'utiliser les biotechnologies, c'est peut-être justement cette clé qui permet de passer d'une économie où l'on produit pour consommer, finalement de façon assez basique, à une économie où l'on produit pour consommer et pour valoriser et pour recycler et pour rendre à la nature des éléments qu'elle peut intégrer. Et je crois que c'est un élément extrêmement important et ça doit être inclus dans le paradigme global de ce que nous faisons autour de l'économie bleue, cette réflexion qui va au-delà de simplement dire « je produis, je consomme ». Je produis, je consomme, oui, mais je valorise, je recycle. Et on a là, avec les biotechnologies et les sciences qui tournent autour des biotechnologies, des outils extrêmement puissants qui nous permettent d'avancer. Je le dis aussi parce que dans ma réflexion, je ne suis pas qu'un politicien, je suis aussi à la base un océanographe, spécialiste des flux biogéochimiques, c'est-à-dire les flux de matière. J'ai étudié les flux de carbone et les flux d'azote dans l'océan. Et les écosystèmes océaniques fonctionnent par des flux circulaires. Et donc nous avons une opportunité d'y arriver. Alors ça se concrétise comment sur nos territoires? Pour une région comme la Bretagne, je le disais tout à l'heure à 14h, la région Bretagne, c'est la première région de production agricole en France, c'est la première région de production de pêche et de produits de la mer en France. Donc nous produisons énormément de matières premières biologiques, énormément, et nous l'exportons dans le monde entier. Eh bien, la question qu'il faut qu'on se pose demain, parce que notre monde est fini et qu'on ne pourra pas continuer et qu'on ne pourra pas produire infiniment de la matière, de la biomatière, de la matière organique, eh bien, c'est comment est-ce qu'on la valorise au mieux? Comment est-ce qu'on rentre dans cette logique circulaire? Et quand je dis faire croître le bien-être, c'est évidemment assurer les moyens de subsistance à nos concitoyens, mais c'est aussi
créer les emplois sur la base de nouvelles technologies, et en l'occurrence, ici, les nouvelles technologies, elles s'appellent les biotechnologies. On a donc un atout absolument extraordinaire pour l'avenir de ma région, de la région dans laquelle je suis, c'est que nous avons à la fois la production de matières premières, nous avons des centres de recherche, une puissance académique extraordinaire, et nous avons des entreprises qui sont volontaristes, et nous avons des gens qui veulent créer des entreprises. Et donc, c'est de la responsabilité de la puissance publique, qu'elle soit puissance publique régionale, qu'elle soit puissance publique au niveau européen, qu'elle soit la puissance publique au niveau des différents États, que de mettre en mouvement cette logique. Cette logique qui doit vraiment nous faire aller vers l'avenir en rompant. Je crois qu'il y a vraiment, il y a le mot très à la mode en ce moment en France, c'est être disruptif. Disruptive. C'est vraiment le truc, on dit ça tout le temps. Il faut être disruptif. Mais je crois qu'il faut que nous soyons disruptifs, y compris dans nos façons d'accompagner politiquement les choses. On ne peut plus avoir de politiques qui vont simplement dire « je te donne de l'argent pour que tu produises ». Nous devons avoir des politiques qui pensent la matière, l'avenir de la matière première biologique que nous produisons, de sa production à son recyclage. À son recyclage final. Et donc c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas en région Bretagne. On voit aujourd'hui, par exemple, ça fait des années qu'on produit des huîtres en Bretagne. Eh bien, ça fait des années que sur certaines plages ou certains littoraux bretons, on voit s'accumuler des coquilles d'huîtres. Des coquilles. Ça paraît tout bête, mais c'est-à-dire qu'à force de produire des millions de tonnes d'huîtres, au fur et à mesure du temps, ça fait quand même des millions de tonnes de coquilles d'huîtres qui finissent par s'entasser sur les... Eh bien, on a une entreprise bretonne qui a réussi à trouver le moyen de faire en sorte on casse l'huître et on en fait de l'encre pour imprimante 3D. Et comme on sait qu'aujourd'hui se développe de façon extraordinaire l'impression en 3D, on voit qu'on a là un marché extraordinaire. Et donc, plutôt que d'aller chercher des matériaux, parce qu'en général, l'encre d'imprimante 3D, ce sont des produits issus de l'industrie du pétrole, eh bien, on peut substituer une partie de ces produits qui viennent de l'industrie du pétrole par des produits qui sont biosourcés. On a tout un tas d'exemples comme cela. Je pourrais en avoir d'autres en tête. J'en avais une autre, la tête de sardine. Ça, c'est la tête de sardine. Moi, je visite régulièrement... Non, mais je voulais vous donner cet exemple. Je visite régulièrement des entreprises qui font de la transformation de poissons, des conserveries en Bretagne. On en produit, hein, ça, on en produit des tonnes et des tonnes. Bon, j'ai visité une entreprise qui me dit « je rejette 7000 tonnes de têtes de poisson tous les ans ». 7000 tonnes de têtes de sardines, je le rejette. Ça part peut-être en farine de poisson. C'est déjà une valorisation hein, en tant que telle. C'est déjà pas mal. Mais on se rend compte que dans ces têtes de sardines, il y a peut-être des actifs qui vont avoir une influence dans le cadre du traitement de la maladie d'Alzheimer. Et donc on voit qu'à ce moment-là, on a à la fois une valorisation économique extraordinaire et on rend un bénéfice formidable à notre société parce qu'on va pouvoir combattre cette maladie. Et donc c'est dans cette logique qu'il nous faut nous mettre. Moi, je rejoins totalement le ministre Jean Damour quand il dit nous devons passer d'une valorisation de notre biomasse de 30% à 80%. Je pense qu'il faut qu'on arrive à aller jusqu'à 100% parce que ce n'est rien de moins que l'avenir de l'humanité. Excusez-moi d'être un petit peu... de m'envoler un petit peu, mais voilà, je vous avais promis que je vous parlerais d'économie circulaire. Je vous parle d'économie circulaire parce que je pense qu'il faut que nous pensions circulaire et que ici, tout autour de cette table, dans cette convention, se trouvent les gens qui possèdent la clé pour arriver à ce que nous ayons un monde circulaire. Voilà. This is very interesting. And Nikki, basically, being a nutritionist, traditionally, you're working on the 30% Pierre was referring to, food. So, as a nutritionist, of course, we know that products from the sea are good for health, but how do you see that potential to increase the usage of fish from your perspective as a nutritionist? Absolutely, and this is truly going to be an intersectoral panel today because we're going to switch gears just a little bit and talking about consumer perspective and human nutrition. So Pierre brought up some really great points, and I like that he kicked off the panel saying he likes to make people happy by eating fish.
because I agree. I do too. What I've been working on a lot with my role at Alltech, we're a biotech company, and we're heterotrophically producing algae. So we're producing a microalgae that's very high in DHA. And what we're doing is we're feeding that to salmon, to trout, to tilapia, to shrimp in the aquaculture sector. And we're doing that so we can increase the nutrient content of some of those farmed fish that seem to have kind of declined in nutrition over the past few years. Actually, a few months ago, an article came out from the BBC, and it was quite interesting, where they said, the title headline said, farmed salmon omega-3 content has been halved in the past 5 years. That's really shocking and I think quite frightening. And a lot of times people say, well, why? And a lot of times consumers are asking why, because consumers, all of us in this room, but also everybody else out there is a consumer, and they're the ones reading these articles like the one from the BBC, and they immediately think, well, they've halved, fish isn't as healthy as it used to be. I shouldn't be eating fish, what should I be eating? So now they're even more confused. They're getting a lot of misconceptions, they have a lot of misperceptions, and I think it's kind of our duty in the industry, no matter what sector you work in, but to provide some education, some clarity to those consumers. Going back to the projects I've been working on at Alltech, specifically on usage of that algae, what we're trying to do within our company, and also we have a company in Europe called Copins, and they're a fish feed producer. What we're doing is we're actually trying to reduce dependency on fish-derived raw materials going into aquaculture. And that's something we're doing so we can help add back those nutrients, so those omega-3s we talked about that have been halved in those farmed fish diets, add those back in using the algae and reducing, again, dependency on those fish-derived products, because there's only a finite amount of fish oil available per year for aquaculture use. And we're seeing that demand increase in farmed fish, in aquaculture, so we're not seeing an increase in the fish oil. That means we're seeing reduced inclusion of fish oil or fish meal across the board to all of those different producers. That's the reason behind that halving of the omega-3 content in farmed salmon diets. So, along with working with increasing that nutrient density in those products, we're also hoping to increase sustainability. Of course, that's kind of the big buzzword, along with being disruptive, innovation to increase sustainability, increase efficiency on the farm, and also increase profitability for the farmer, because of course everybody's worried about their bottom line. General question, because in all your interventions, basically stakeholders were there. And to get synergy, we have to be good at communication. Mm-hmm. How can we bring, the benefits of the blue economy to the stakeholders? Your vision. Anyone can comment. It's open discussion. I wouldn't mind to comment on that if you don't mind. Yeah. I think you said it right there. Communication is key. So education through every sector, so through the value chain, all the way up to, we're talking politicians, we're talking government officials, retailers, we're talking to healthcare professionals. Really, it's increasing that communication and letting us, who are the experts, all of us in this room, the experts in the industry, put that information out there, not letting that information come from someone who's maybe not educated, coming from another consumer or a blogger, someone who's putting misinformation out there. And how can we improve that? The European Union being, locally elected, is it on a daily basis? Is it more publications? Is it more field trip or students, as we had here in my Blue City? For you, what is the best way to achieve that communication? Go ahead. Je peux essayer de dire quelque chose de plus ou moins cohérent à ce sujet, mais c'est vrai, mais sans ironie, c'est assez compliqué comme sujet, surtout de la perspective que nous avons en tant qu'autorité publique. Parce que nous avons eu du succès, par exemple, en promouvant l'aquaculture en Europe par une campagne qui s'appelait Farmed in the EU. Et ça a marché jusqu'à un certain point, sauf que l'industrie elle-même n'a pas vraiment repris le ballon après, mais bon, ça c'est une autre histoire. Par contre, si on rentre dans des sujets plus complexes, à savoir quelle est l'importance de la durabilité de l'industrie ou de l'économie maritime
pour le bien-être de la ressource des océans, on rentre dans des niveaux de complexité qui sont plus grands et ça devient plus compliqué à vendre. Donc de ce côté-là, une des choses que nous sommes en train de faire, c'est qu'en supplément à tout le travail qui est fait déjà pour promouvoir la recherche marine dans le contexte de la politique de la recherche européenne, nous essayons aussi de développer des approches pour renforcer les connaissances maritimes, et cela tout aussi bien dans le contexte, par exemple, de l'éducation dans les écoles que dans la formation de ceux qui travaillent sur la mer et dans les navires ou sur les côtes, etc., avec deux perspectives. La première, un exemple assez concret, c'est de faire comprendre à ceux qui travaillent sur les bateaux de pêche qu'il y a une grande importance à ne pas laisser partir un filet qu'on a perdu et ne pas aller à sa recherche, mais que c'est en fait très important de le ramener, non seulement pour les ressources halieutiques, mais aussi parce que c'est un produit recyclable. Donc ça, c'est un exemple assez concret. L'autre est qu'on essaie de développer des concepts pour mettre tout ce qu'il y a comme technologie moderne dans la formation de ceux qui travaillent sur les sujets maritimes, parce que nous avons des changements technologiques, notamment par exemple dans le contexte de la réduction des émissions des navires, qui requièrent une toute autre approche à des métiers qui ont une très très longue tradition et où les formations sont souvent limitées à comment gérer un moteur diesel ou diriger un navire, le pilotant sur par exemple le Saint-Laurent. Là, maintenant, on est dans des situations où il faut gérer l'électronique du moteur, le système d'émission, la vitesse du navire selon la vitesse du courant, la position du navire vis-à-vis de la vie marine dans le fleuve, etc. Donc c'est ce genre d'approche que nous essayons de prendre à notre niveau, mais c'est un travail effectivement pour nous tous. Je suis bien d'accord. Oui, puis relativement à ça, est-ce qu'on peut penser que le défi qu'on doit relever, c'est peut-être essayer de moins travailler de façon séquentielle ou avec des actions isolées, de façon plus globale, pour recouper un peu ce que Pierre disait par rapport à l'économie circulaire, parce que quand vous référiez à l'aquaculture, on sait que très bien dans certains marchés où le message a très bien passé, mais on était très loin d'un développement économique durable du point de vue environnemental parfois. Donc comment on peut intégrer tout ça dans un discours intégré? Pierre? Je trouve cette question tout à fait intéressante parce que... il reste 20 minutes. Enfin, laissez-moi répondre, monsieur. Parce que je pensais que la situation qu'on vit en France était typiquement française. C'est-à-dire une forme de crainte, voire d'aversion pour les activités maritimes. Quand je dis aversion, c'est un petit peu exagéré, mais malgré tout, la France a beau avoir le deuxième domaine maritime du monde, juste après les États-Unis, et est en train d'ailleurs de demander des extensions de cette zone exclusive économique de façon à devenir la première puissance, puissance maritime du monde, puissance au sens puissance, c'est-à-dire ce qu'on peut réaliser et pas ce qu'on réalise. Et c'est ça qui est très intéressant. Et la France, c'est Éric Tabarly, un navigateur français, dit « La mer, c'est ce que l'on a dans le dos quand on regarde la plage ». C'est-à-dire, les Français sont des gens qui ne voient la mer que comme l'endroit où on va en vacances. Voilà. Et imaginez faire des choses en mer, c'est des choses totalement... c'est un peu saugrenu. Et je suis assez frappé de voir que finalement, il n'y a pas que la France. Donc déjà, ça me rassure. Mais ça veut dire qu'on a vraiment un travail à faire au niveau international, au niveau européen, au niveau français, mais aussi au niveau breton, pour expliquer qu'on peut faire des choses en mer. Et que, d'une part, il ne faut pas avoir peur de la mer. Moi, ce que je constate quand même, parfois, c'est que, ne serait-ce qu'au niveau des investisseurs, s'ils ne sont pas spécialisés dans les questions maritimes, ils sont un peu frileux à l'idée d'aller financer des projets en mer.
Et on voit bien qu'il faut vraiment qu'il y ait une spécialisation sur les sujets maritimes pour qu'ils osent aller en mer. En France, moi je le dis sans animosité particulière envers la banque publique d'investissement, mais donc la banque publique d'investissement qui est un organe de l'État, est très frileuse quand il s'agit d'aller financer des projets en mer. Pourtant, c'est une banque qui est là pour investir là où, en général, les investisseurs sont un petit peu frileux. Et donc, on a vraiment un travail de communication à faire pour expliquer que la mer, ça n'est pas que de l'eau salée, dangereuse, dans laquelle on peut se noyer. Non, parce que c'est un peu ça, au fond. Hein. Parfois, c'est un peu ça. Et donc, ce travail de communication, moi, j'ai pas la solution miracle. Nous essayons de mettre en place des programmes d'éducation vers nos enfants. On essaye de montrer aux investisseurs qu'on peut y aller. Et quand les collectivités, comme la mienne, mettent en place des fonds d'investissement locaux, régionaux, et qu'on dit on y va, c'est une façon aussi de dire aux autres investisseurs, vous voyez, on prend quand même un petit risque, venez aussi avec nous. Donc c'est vraiment une question très profonde. Moi, je prétends pas avoir la réponse, mais c'est quelque chose autour de laquelle il faut qu'on se mobilise tous. Et je dirais simplement, puisque nous n'avons que 20 minutes pour finir cette réponse, et il faut du temps pour les autres aussi, comme dit mon voisin, que malgré tout, il y a un discours international qui est compréhensible, mais qui est en même temps parfois un peu contre-productif. C'est que nous disons toujours les océans, il faut absolument les protéger. Mais évidemment, il faut les protéger. Mais sauf que quand on ne dit que les océans, il faut les protéger, il y a un moment, on oublie de dire aussi que les océans, nous pouvons aussi valoriser leurs ressources tout en les protégeant. Et à force de présenter les océans que comme un endroit ultra fragile qu'il faut absolument protéger, on finit par faire rentrer dans l'idée de nos concitoyens que surtout il ne faut pas aller en mer parce qu'on pourrait faire des catastrophes. On peut aller en mer sans faire de catastrophes. You know, this is kind of interesting what you were saying about the sea and the beaches in France, because I'm sure most of you went on the boardwalk here on the waterfront in Rimouski, and we achieved that turn of the century. Before that, it was a concrete wall with no access to the St. Lawrence River. So maybe this is our French background and we have the same bias, but you know, you're not unique regarding that. I think this is very interesting, you know, what has been mentioned regarding risk perception, investment, and you know, how can we go above that, and what can be some sort of, you know, in any of your sector, what we can call some breakthrough innovation. So even though it's coming from the sea, the benefit will be perceived as less risky than pure blue business. I don't know if you want... That's it? Je vais simplement prendre les dernières 10 minutes comme ça, on aura réglé le temps de façon efficace. Non, juste pour dire qu'il y a quand même de l'optimisme, je pense, qui est permis aussi. Je suis dans le travail de ce qu'on appelle la politique maritime intégrée en Union européenne, pour utiliser un mot très technique, depuis 10 ans. Et quand on a commencé ce travail, tout le monde nous demandait « mais qu'est-ce que vous voulez faire ?» On ne comprend même pas ce que c'est. Maintenant, nous sommes dans une situation où nous avons des rencontres de ce genre, où nous sommes tous d'accord de renforcer les contacts à travers les secteurs et à travers, par exemple, l'Atlantique, et on a eu beaucoup de contacts à ce sujet qui sont très concrets pendant cette conférence, mais nous vivons aussi des moments où, par exemple, au niveau des plus hautes instances internationales, les océans sont sur l'agenda. Dans le contexte des objectifs de développement durable, nous avons maintenant un objectif qui est spécifiquement dédié aux océans. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Dans le contexte du débat sur le changement climatique, où il y a un an, on se disait c'est quand même incroyable, les océans ont un rôle absolument extraordinaire dans le contexte du climat et du changement climatique. Ils ne sont pas sur l'agenda des discussions au sein des Nations Unies. Nous avons maintenant les premiers pas qui sont en train de se faire, notamment par un rapport du IPCC à ce sujet. Et puis finalement, nous avons des conférences à très haut niveau, avec une demande d'engagement spécifique de la part notamment du secteur privé, mais aussi de la part d'États au niveau international, telle que la conférence qui aura lieu à la fin de cette semaine à Malte, la Our Oceans Conference, qui font
rendent visible de façon absolument inconnue jusqu'à présent le fait que les océans sont là pour nous, et en tant que ressource, et en tant que quelque chose qu'il faut protéger. Voilà, donc je pense qu'il y a un élément quand même d'optimisme dans ce contexte, c'est que c'est un travail long et dur, mais nous commençons à en voir les résultats maintenant, et des résultats qui, notamment, vont dans tout ce qui est développement économique durable, plutôt que juste utiliser la ressource sans contrôle. This is very good to hear those optimism remarks, but Nikki, from Alltech perspective, which is a private company, are you very optimistic, or do you see challenges or opportunities? Where you? Well, certainly, where do you stand? I think opportunity is the best word to use there. And if I might step back for a minute, just to go back to the communications, I think there's a lot of fantastic points brought up here, and we're talking about everyone's going to these meetings every year, saying we need more communication between the sectors, we need more communication between everyone. And if I may bring it back to that consumer's perspective a bit again, I think that we need to help educate the consumers a bit too, that there's not this divide or this fighting between aquaculture and wild sea fishing as well, because I think a lot of what's been put out in the media or just conversations from retailers, marketing and branding, consumers think that these are two separate industries. In fact, I think that there's a lot of synergies there, and I think there's a lot of opportunities to work together, not only to commercialize some portions of the sea, like Pierre mentioned, but also protect some of those areas of the sea that need some of our protection. So reducing, again, like I mentioned, some of that dependency on fish-derived products so we can help build up those wild stocks. That's our goal with sustainability, and like you mentioned, Martin, kind of the opportunity that's there. So thank you all for your time. I think we had a very fruitful discussion, and hopefully we'll carry that on during the cocktail. On a personal note, this is the last session. I would like to thank you all for coming to Rimouski. I think it was a wonderful session. And after that, I will transfer the microphone to Pierre. Thank you.